et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers. Vous le savez sûrement déjà, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous propose de lire sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Le gouvernement relève de 5 à 6% sa prévision de croissance pour 2021, à lire dans leséchos.fr en date du 13 juillet. Le gouvernement, plus optimiste, est désormais sur la même ligne que l'INSEE et la Commission européenne. Nous n'atteindrons ces 6% de croissance que si chacun fait preuve de responsabilité en matière de vaccination, a toutefois averti Bruno Le Maire. Le gouvernement va réviser sa prévision de croissance de 5 à 6% pour l'économie française en 2021, a déclaré le ministre de l'économie, confirmant ainsi une indication donnée lundi soir par Emmanuel Macron dans ses annonces sur la reprise de l'épidémie du Covid-19 et des moyens d'y faire face. Avec cette révision, l'exécutif s'aligne désormais sur les prévisions de la Commission européenne et de l'INSEE. Début juillet, en effet, l'Institut français de la statistique a estimé que le rebond de l'économie française pourrait atteindre 6% cette année. Avec une prévision de croissance de 5,75% pour l'année en cours, la Banque de France reste un peu moins optimiste. Dynamisme de la consommation. Même si ces dernières semaines, les chiffres de contamination s'affolent du fait du variant Delta, le gouvernement reste optimiste sur les prochains mois et a donc décidé de revoir à la hausse sa prévision de croissance pour les prochains mois, tablant sur une hausse de 6% sur l'ensemble de l'année. Une révision à la hausse que le ministre de l'économie explique par une reprise économique qui, au cours des dernières semaines, s'est révélée plus forte que prévu. Une bonne surprise pour que Bruno Le Maire et ses services explique par le dynamisme de la consommation des ménages après la réouverture des commerces, qualifiés de non essentiels. Selon lui, les derniers chiffres de consommation disponibles sont même plus élevés que ce qu'ils étaient à la même époque en 2019, avant la crise sanitaire. Appel à la responsabilité en matière de vaccins. Le scénario le plus rose pourrait cependant être contrarié par la progression fulgurante du variant Delta. Si lundi soir le chef de l'État a déclaré la mise en place de nouvelles restrictions sanitaires, la mise en place de nouvelles restrictions sanitaires telles qu'un couvre-feu ou la fermeture de certains commerces, comme par le passé, le seul obstacle susceptible d'empêcher une croissance de 6% est un retour brutal et massif de la pandémie, a averti Bruno Le Maire. Je veux être très clair, nous n'atteindrons ces 6% de croissance que si chacun fait preuve de responsabilité en matière de vaccination, a-t-il insisté. Si cette croissance de 6% se confirmait, l'activité retrouverait à peu près son niveau d'avant-crise dès la fin de l'année, soulignait début juillet l'INSEE, à peu près en même temps que l'Allemagne et avant le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne. Interview de William Wang d'AliExpress. La France est le marché européen qui a connu la plus forte croissance chez AliExpress en 2020, par Sarah Nzia sur le journaldunet.com, en date du 12 juillet. Le général manager d'AliExpress précise les ambitions et la stratégie de la plateforme sur le marché français pour les mois à venir. Journal du Net. Comment se porte l'activité d'AliExpress depuis l'année dernière ? William Wang. En termes d'utilisateurs et de transactions, l'activité a été très intense l'année dernière. Ce n'était pas une bonne chose de devoir rester chez soi, mais dans la réalité, le business e-commerce a tiré profit de la situation mondiale. Sur le marché européen, nous avons dû gérer la logistique avec nos partenaires locaux. C'est la raison pour laquelle nous avons eu un fort niveau de croissance. C'était un challenge, mais nous avons réussi notre pari. AliExpress est arrivé sur le marché français en 2018. Comment comptez-vous rattraper votre retard ? Le marché français a connu la plus forte croissance chez AliExpress en 2020 au niveau européen. Nous sommes très heureux d'avoir fait le choix de démarrer notre positionnement local en France après l'Espagne. Nous avons désormais l'ambition d'implanter des bureaux en France avec une équipe composée de salariés locaux. Nous voulons être un acteur local sur l'e-commerce français. Pour cela, nous devons être au contact des consommateurs et des acteurs du marché
pour connaître leurs attentes et avancer ensemble. Quels sont vos projets pour augmenter le nombre de marchands français sur la marketplace AliExpress ? Nous comptons plus de 1000 marchands français sur notre plateforme aujourd'hui, mais nous souhaitons en accueillir davantage. Nous sommes encore nouveaux ici et nous avançons avec des partenaires techniques pour perfectionner notre site et ainsi pouvoir plus facilement recruter des marchands. Notre but est de disposer de tous les éléments clés pour proposer un écosystème de marketplace performant aux marchands français. Comment comptez-vous exporter le live shopping en Europe et en France ? Le live shopping est une méga tendance. En Chine, si l'on ne fait pas de live shopping, on ne fait pas d'e-commerce. C'est devenu un prérequis pour mener son business, mais je ne crois pas que l'on puisse copier une tendance qui se déroule quelque part dans un autre endroit. Nous remarquons un succès précoce du live shopping sur le marché français et c'est très intéressant parce que nous essayons justement de tester le live shopping sur nos différents marchés. La France est le seul marché où nous observons un buzz autour du live shopping. Mais ce n'est pas si étonnant car la France est très en avance en ce qui concerne le business retail avec les acteurs historiques tels que Carrefour ou Auchan. C'est la raison pour laquelle le marché français est attentif aux nouvelles tendances retail et e-commerce, d'où le live shopping. Chez AliExpress, nous souhaitons adapter le marché local à la transformation digitale des vendeurs et marques locaux et c'est un objectif à long terme. Quels sont les projets digitaux d'AliExpress pour les mois à venir ? Il y a plusieurs éléments à prendre en compte. D'un point de vue consommateur, AliExpress est un des partenaires majeurs des Jeux Olympiques de Tokyo à venir et nous travaillons à la promotion de cet événement sur nos différents marchés en variant les supports médias. D'un point de vue vendeur, nous incitons les entreprises chinoises à vendre leurs produits en France tout en proposant une bonne qualité de service et logistique pour nos consommateurs locaux. Bien sûr, nous allons continuer à implémenter l'activité des vendeurs français sur notre plateforme. Nous voulons aussi adresser aux jeunes consommateurs qui suivent beaucoup d'influenceurs et sont très actifs sur les réseaux sociaux. Nous pensons qu'il y a des opportunités à saisir pour capter ce public. D'une manière générale, si nous voyons une appétence de la part des consommateurs, nous devons y répondre, que ce soit à travers des pop-up stores ou des magasins physiques, comme en Espagne. Il n'y a pas de limite pour le commerce. Apple vous avance vos paiements. PayPal peut trembler. La marque à la pomme s'investit dans le paiement fractionné, à lire sur pressecitron.net, publié en date du 14 juillet. Une solution intermédiaire au crédit à la consommation permet d'encourager les clients à passer à l'achat. Celle-ci a été introduite par des fintechs spécialisés comme Affirm et Klarna, Alma en France, et PayPal est rapidement venu s'y glisser en juin 2020. Il s'agit du paiement fractionné et du paiement selon le principe acheter maintenant, payer plus tard qui vient d'être investi par Apple. La marque à la pomme veut endetter ses clients avec cette nouvelle fonctionnalité qui leur proposera par exemple un plan pour rembourser un achat en 4 fois. Aucune annonce officielle n'a pu être faite pour le moment, mais le projet serait bien lancé selon Bloomberg News. L'agence ajoutait qu'aucune enquête de crédit ne serait réalisée et tous les clients sont donc concernés. D'ailleurs, il n'est pas nécessaire d'avoir une carte Apple Card. 2%. Pour pouvoir proposer le paiement fractionné, Apple continue de travailler avec Goldman Sachs, la banque qui lui a déjà permis de proposer une carte de crédit. Il se pourrait que la fonctionnalité ne soit disponible qu'aux États-Unis, les efforts de la marque dans la fintech se concentrant encore sur son territoire national. À l'annonce de Bloomberg hier, les acteurs du paiement fractionné ont accusé le coût en bourse. Affirm plongeait par exemple de 14%. PayPal fut bien moins sensible alors que son activité dans les paiements fractionnés est toute petite comparée au reste de ses services. D'un point de vue du marché, le paiement fractionné est encore loin d'être adopté en masse. Il ne représente que 2% des ventes en ligne aux États-Unis selon les analystes de Jefferies. En France, Alma concurrence Klarna et ses 90 millions d'utilisateurs qui viennent de poser ses valises dans l'Hexagone, son 17e marché. Mais une autre fintech française rêve d'attirer les clients, qu'ils soient en B2B ou en B2C. Il s'agit de United, la fintech connue pour ses offres de crédit à la consommation. Il y a une semaine, elle levait 170 millions de dollars et annonçait son plan dans le paiement. Agtech, Farmitou lève 10 millions d'euros pour déployer sa plateforme d'e-commerce en Europe. À lire sur frenchweb.fr en date du 12 juillet.
Selon l'étude Agrinote de 2020, 70% des agriculteurs réalisent des achats d'équipements agricoles en ligne. Pour surfer sur l'essor du e-commerce dans le secteur, la start-up parisienne Farmitou lève 10 millions d'euros auprès de Ventec, XO Private Equity, du fonds Ambition Amorçage Angel, du programme d'investissement d'avenir PIA, géré pour le compte de l'État par BPI France et de Business Angel. Elle avait auparavant levé 1 million d'euros en 2018 et 1,5 million d'euros en 2020. Fondée en janvier 2018 par Mathilde Lefrançois, Grégoire Caséoto, Pierre Decoudray et Denis Fayolle, Farmitou développe une plateforme d'e-commerce proposant des équipements à destination des professionnels de l'agriculture, vendus par des fabricants agricoles en ligne à travers l'Europe. La start-up travaille en effet directement avec les fabricants et réduit ainsi le nombre d'intermédiaires pour proposer aux agriculteurs des prix compétitifs. La plateforme compte à ce jour plus de 150 000 produits et revendique un accès à plus de 350 fabricants agricoles pour plus de 25 000 agriculteurs clients en Europe. Créer la place de marché B2B leader en Europe. Chez Ventec, les fondateurs de Farmitou sont venus nous voir avec l'ambition de créer la place de marché B2B leader en Europe pour la vente d'équipements agricoles, commente Claire Houry, General Partner chez Ventec. Ce secteur est encore peu digitalisé et sans leader en Europe. Farmitou est déjà présent dans 5 pays en Europe, ce qui nous a impressionnés. C'est assez rare pour une équipe en France de réussir à créer un ADN international dès la création. Avec notre équipe Ventec présente en Europe, à Paris, Berlin, Munich et Helsinki, nous allons travailler avec les managers de Farmitou pour accélérer leur internationalisation. Farmitou ambitionne désormais d'accélérer son expansion à l'international en ouvrant son site sur les nouveaux marchés, notamment en Espagne et aux Pays-Bas, tout en accélérant sur ses 5 pays de vente actuels, à savoir la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie. La start-up prévoit également de renforcer son équipe, aujourd'hui composée de 40 personnes. Joaillerie et horlogerie de luxe quand le digital bouleverse l'expérience d'achat. Chronique de Driss El Alami à lire sur lejournaldunet.com en date du 12 juillet. Les grandes marques de joaillerie et de l'horlogerie sont challengées pour réinventer les codes de luxe au niveau de leur plateforme digitale ou in-store. Le luxe, un univers qui fascine et matérialise les rêves de beaucoup d'hommes et de femmes, longtemps restés confinés dans des circuits et des canaux de distribution traditionnels. Aujourd'hui, il est rattrapé par les bouleversements engendrés par la technologie et la digitalisation des parcours clients. Les grandes marques de la bijouterie et de l'horlogerie sont challengées pour réinventer les codes du luxe, au niveau de leur plateforme digitale ou in-store. La création ne s'arrêtant pas à des nouvelles collections de produits plus beaux et plus sophistiqués, les campagnes de publicité marquantes ou encore des contenus captivants sur les réseaux sociaux. La différenciation intègre désormais une dimension technologique du commerce digital permettant de se rapprocher davantage du client potentiel et renforcer le lien avec des clients passionnés. Dans ce domaine, les marques de luxe majeures se sont rattrapées depuis 2020 en proposant une expérience d'achat full digital ou web to store. À ce propos, nous citerons 2 exemples, Piaget et Cartier, qui mixent les canaux à travers leur site en offrant à leurs clients 3 parcours possibles, acheter en ligne, commander au téléphone ou demander un rendez-vous d'essai dans une boutique physique. D'autres, comme Fred, ont poussé l'expérience en ligne en permettant aux clients de personnaliser leurs bijoux, matériaux, formes, pierres, attaches, créant ainsi des objets de luxe uniques pour des clients adeptes de la singularité, le tout à distance. Mais quid de l'impact de la pandémie en 2020 ? D'une manière globale, le secteur n'a pas été grandement touché, ou en tout cas, ses effets n'ont pas été des plus dévastateurs. La production en France a baissé de 5% et les ventes de 14%. Cependant, la vente en ligne sort gagnante de cette conjoncture. En un an, elle a fait un bond correspondant au cumul de 3 années de sa croissance antérieure. Le chiffre d'affaires e-commerce a augmenté de 27% en 2019 et 2020 contre 8% les années précédentes. La part des ventes en ligne du marché de la bijouterie représente désormais 30% du chiffre d'affaires du marché global versus 11% en 2011. Les sites e-commerce de marques prestigieuses ont gagné en fiabilité, un facteur qui ne constitue plus donc un frein pour les clients les plus exigeants. Avec une telle croissance et un mode de consommation digitale qui s'approche de plus en plus dans sa forme
à celui des produits grand public, de nouveaux défis se posent aux acteurs historiques afin de se démarquer et prendre en considération l'impact des avancées technologiques, la démocratisation de l'impression 3D et des bijoux connectés. Il ne serait donc pas étonnant de voir dans un avenir proche l'émergence d'une start-up qui révolutionnera le secteur et imposera de nouveaux usages et tendances auprès de la jeunesse d'aujourd'hui qui consommera autrement le luxe de demain. Les nouveaux modèles, en attendant de nouvelles structures et de nouveaux modèles, font leur entrée, qui ont pris le parti d'innover dans le secteur, répondant ainsi aux nouvelles attentes des nouveaux clients du luxe. Nous citons ici 3 exemples de plateformes qui ont su tirer davantage des possibilités du digital et son agilité pour remodeler l'expérience client. mwlease.fr, une start-up qui semble avoir trouvé la solution à l'équation d'expérience digitale, luxe et pouvoir d'achat en proposant des montres et des bijoux de grandes marques en achat à crédit. Un client peut acquérir un colis à 3 000 € en payant des mensualités de 50 €, illustrant parfaitement l'impact de l'innovation digitale sur l'ouverture du luxe à de nouveaux segments de marché. Gemio, une marque DNVB qui a choisi un positionnement au départ exclusif sur le digital, a conquis une clientèle aisée en France avant d'ouvrir ses 4 magasins physiques qui, malgré leur fermeture pendant 3 mois. En 2020, la maison a vu ses ventes bondir de 30%, notamment grâce à sa communauté et sa plateforme e-commerce. Enfin, 58facettes.fr, une plateforme qui a opté pour un modèle marketplace, mettant cette fois en relation directe les créateurs et les artisans joaillerie avec le grand public. Lancée en janvier 2020, pendant le confinement, la marketplace a franchi la première étape de son développement avec un succès en engageant plus de 50 créateurs. Étant longtemps hors de portée des crises, le secteur de la joaillerie et de l'horlogerie se trouve aujourd'hui devant un vrai défi de marketing expérientiel ou comment reproduire la magie et la touche singulière du luxe dans l'expérience digitale. Un rapprochement entre maisons traditionnelles et acteurs du marketing technologique serait la première étape pour relever ce challenge. Vers la Business Nation, édito d'Yves Puget, à lire sur lsa-conso.fr, publié le 14 juillet. Et si pour une fois, on arrêtait de s'auto-flageller et de rabâcher que les autres font toujours mieux que nous? Et si on cessait de résumer l'e-commerce à Amazon, JD.com, Alibaba et Rakuten en clamant que les Français sont définitivement restés bloqués au Minitel, à tel point que certains en oublient que Vipis, Cdiscount ou showroom privé sont bien de chez nous, ou que des marques historiques comme La Redoute ou Trois Suisses ont retrouvé une seconde jeunesse. Et que dire de la nouvelle levée de fonds de Mano Mano, 300 millions d'euros, ou de la valorisation de Back Market, 2,5 milliards. Même raisonnement pour cette grande mode des dark stores et du quick commerce. Certes, ils viennent d'Allemagne, de Russie et de Turquie, mais les Cajou, Fritchi, La Belle Vie ou Kohl sont nés à Paris. Il y a aussi des entreprises imaginées par des Français qui ont changé d'actionnaire, à l'instar d'Alchemix, le leader de la collecte des informations, qui est tombé dans l'escarcelle de l'américain Salsify. Car du côté des prestataires de services, les Français ne sont pas en reste. On peut aussi parler d'Akeneo, données produits, de Content Square, expérience client, d'Exotech, robotisation, de Win ou de Lydia dans le paiement. Sans oublier Criteo pour le marketing ou encore Miracle, solution pour les marketplaces. Certes, une pluie de cash tombe en ce moment sur les startups tant les marchés financiers croulent sous les liquidités, mais à la tête de ces jeunes pousses ou licornes, il faut $1 milliard de dollars de valorisation pour obtenir ce dernier qualificatif, il y a avant tout des entrepreneurs et des équipes qu'il convient de saluer. Ces entreprises du numérique sont stratégiques pour notre économie et vitales pour la souveraineté technologique française. La première vague au début des années 2000 a vu naître Vente Privée, devenue VP, Price Minister, Rue du Commerce ou Aquarelle, toutes ou presque se lançant à l'assaut de l'e-commerce. La deuxième vague dans les années 2010, avec l'aide de la première génération, s'est davantage penchée sur la notion de plateforme et a fait éclore les Mano Mano ou Miracle. La troisième vague déferle aujourd'hui avec une myriade de noms, parmi lesquels seuls quelques experts peuvent déceler les licornes de demain. On y trouve des Digital Native Vertical Brands, c'est DNVB, dont le slip français fut le précurseur. Souvent, ces entreprises qui comptent de 50 à 200 salariés sont obsédées par le produit et la maîtrise de leur distribution. Probable que demain, elles apporteront encore plus de satisfaction cocardière que les licornes françaises d'aujourd'hui. Voilà pourquoi il faut se réjouir d'un écosystème qui a commencé à se structurer il y a 5 ans,
via les écoles, les incubateurs, et qui nous permettra, pour reprendre l'expression de Jacques-Antoine Granjon, le fondateur de VP, de sortir de la Startup Nation pour entrer dans la Business Nation. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous avez aimé l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa version audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant un message sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Pour rappel, la dernière interview est celle de Nicolas Morschol, le CEO et fondateur de Bonsoir. C'est DNVB qui dépoussière la vente en ligne de linge de maison. Une conversation passionnante qui nous permet de remonter à la création de l'aventure avec son dirigeant. À écouter urgemment. Enfin, un dernier message d'autopromo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé? Contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.